Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Jolan et aujourd'hui on va s'intéresser à Seeders Exodus. Alors on sera ici sur un bon gros jeu de cartes, un jeu de combinaison, ça sera pour 2 à 4 joueurs et 5 avec les extensions, et oui, et on sera sur des parties de 1 heure à 2 heures. Dans ce jeu, en tant que représentant d'une caste, votre objectif va être de développer votre arche, ce qui va permettre l'évacuation de la population de l'avancée de ce qu'on appelle la force noire. Pour cela, vous allez devoir les drafter et les récupérer depuis l'aile des murmures, pour ensuite les jouer et ainsi marquer un maximum de points en fonction de vos combinaisons. Allez, voyons comment préparer son évacuation. Mais juste avant, si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite à vous abonner et la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, en fonction du nombre de joueurs, vous positionnerez le plateau sur l'une des faces et en plaçant éventuellement des sas qui viendront bloquer des accès. Chaque joueur va choisir une couleur et va prendre son plateau, ses 6 jetons négociateurs qui seront placés dessus, ses cubes influence, et il va venir placer son marqueur de score sur la case 0. Vous placerez à côté du plateau les cartes prêtres, convertis et ouvriers avant de mélanger le reste du paquet. Et enfin, le premier joueur déterminé aléatoirement place l'un de ses cubes sur le premier emplacement, le second sur la deuxième case, et ainsi de suite. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Seeders Exodus, vous allez jouer 4 manches, où à l'issue de celle-ci, le joueur avec le plus de points de prestige l'emporte. Une manche va être décomposée en 5 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de préparation, une phase de fondation où vous allez drafter des cartes, une phase de négociation alors qui va jouer sur le plateau où vous allez pouvoir récupérer des cartes supplémentaires, une phase d'intégration où vous allez jouer les cartes dans votre arche, et enfin vous allez terminer avec une phase de prestige, où vous allez marquer des points en fonction de vos combinaisons. Durant la première phase, vous allez tout d'abord redresser vos cartes. Vous verrez que certaines ont des capacités qui vous demanderont de les incliner pour les activer. Vous allez ensuite retourner et avancer d'un cran le jeton tour de jeu, ce qui va permettre de déterminer le sens du draft pour cette manche. Et à l'exception de la première manche, le joueur avec le moins de points va choisir à quelle position il souhaite jouer. Puis dans le sens inverse de la piste des scores, chaque joueur va venir placer son pion sur l'un des emplacements restants. Ça va ainsi déterminer le nouvel ordre de tour. Et lors de la phase de fondation, donc qui est la deuxième phase, chaque joueur va venir récupérer 4 cartes. Attention, si vous avez gardé des cartes lors de la manche précédente, vous devrez en défausser pour en garder que 4. Et petite note à 2 joueurs, chaque joueur va venir récupérer que 2 cartes. Vous allez ensuite faire un draft traditionnel, donc récupérer une carte et passer le reste du paquet à votre voisin. Vous allez réitérer ce processus jusqu'à avoir 4 cartes en main. Vient la troisième phase, vous allez commencer par remplir chaque emplacement du plateau avec une carte face visible de la pioche. En commençant par le premier joueur et à tour de rôle, chaque joueur va venir placer un jeton négociateur sur l'un des emplacements et va poser le nombre de cubes influence associés à son jeton négociateur. Pour cela, vous allez devoir vous référer à votre plateau. Initialement, vous allez poser un cube de chaque côté. Mais attention, un négociateur ayant la même couleur qu'une carte va recevoir un bonus de 1 cube d'influence supplémentaire. Ça va être également pendant votre tour que vous allez pouvoir activer la capacité de certaines cartes que vous aurez déjà jouées. En général, ces capacités vont influer sur le plateau. Et enfin, quand tous les emplacements de négociateurs sont occupés, en commençant par le premier emplacement de carte, vous allez regarder qui a le plus d'influence. Celui qui en a le plus va alors remporter la carte et va récupérer son négociateur sur son plateau joueur. Si plusieurs négociateurs sont adjacents à la carte récupérée, eh bien vous pouvez choisir lequel prendre. Et en cas d'égalité, la carte est tout simplement défaussée. Une fois que le plateau est vidé de ses cartes, chaque joueur va pouvoir améliorer ses négociateurs encore en jeu, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas remporté de carte. Sur l'un des 2 emplacements influence de votre plateau joueur associé à votre négociateur, vous allez l'augmenter d'1 point. Donc au début, vous allez passer de 1-1 à 2-1, donc mettre 2 cubes d'un côté et 1 cube de l'autre lorsque vous allez jouer votre négociateur sur le plateau. Mais si vous l'améliorez une deuxième fois, vous pourrez passer soit à 3-1 ou bien à 2-2. Et petite note lors de la dernière manche, étant donné que ça ne sert plus à rien d'améliorer un négociateur, vous allez marquer les points en fonction de la valeur d'influence de vos négociateurs encore en jeu. Et enfin, tous les négociateurs sont rapatriés sur votre plateau. Quatrième phase avec l'intégration, où en commençant par le premier joueur puis à tour de rôle, chacun va pouvoir effectuer des actions avec ses cartes. Vous pourrez tout d'abord recycler une carte de votre main, donc la défausser pour gagner en ressources la valeur indiquée. Vous pourrez également intégrer une carte dans votre arche, c'est-à-dire la jouer devant vous. Pour cela, vous devrez donc payer son coût et vous allez marquer immédiatement ses points de prestige. Faudra bien sûr penser à recycler suffisamment de cartes pour avoir assez de ressources pour jouer les cartes souhaitées. Et les cartes, il en existe 2 types. Vous avez les cartes modules et les cartes équipage. Les cartes modules pourront recevoir jusqu'à 2 cartes équipage, et les cartes équipage devront être installées dans des modules pour être activées, c'est-à-dire jouir de leur capacité, de leurs points lors de la phase de prestige. Et malheureusement, si un module est détruit, les cartes équipage à l'intérieur sont alors désactivées, et ne pourront plus utiliser leur capacité. Et si au début de la prochaine phase d'intégration vous avez encore des cartes équipage isolées, elles seront défaussées. Autre action possible, déplacer une carte équipage d'un module à un autre. Comme par exemple mettre les cartes d'équipage qui ont été désactivées vers un module encore libre. Et enfin, vous pourrez activer la capacité d'une carte.
Parfois il y aura un coup, parfois il faudra sacrifier une carte, ou encore vous devrez la pivoter pour activer son effet. Vous allez donc à tour de rôle faire toutes vos actions, une fois ceci fait, vous passerez à la dernière phase qui est la phase de prestige. Vous allez tout d'abord pouvoir réorganiser votre jeu, car il faut savoir qu'un module sans équipage est désactivé, et de même pour les membres d'équipage sans module. Et en suivant l'ordre de tour, chaque joueur va comptabiliser les points de son arche. Les bandeaux en vert vous feront marquer des points en fonction des cartes présentes dans votre jeu, et les bandeaux en rouge, vous devrez posséder le plus de cartes de ce type parmi tous les joueurs pour remporter les points. Une fois ceci fait, vous allez débuter une nouvelle manche, et si c'était la dernière, le joueur avec le plus de points de prestige remporte la partie. Allez, regardons à présent les différentes cases présentes dans le jeu et qui ont chacune leur propre mécanique. Vous avez tout d'abord les théocrates, qui représentent entre guillemets la religion, et qui pourront récupérer de l'équipage gratuitement. Ils vont donc jouer à la fois sur le nombre et sur la quantité de cartes à recruter. Vous avez le noyau, la force ouvrière du jeu, qui joue également sur le nombre et la cohésion. Avec par exemple des ouvriers, vous allez marquer en points le nombre d'ouvriers au carré. Vous avez les originels qui sont les dirigeants politiques de Céris et qui vous rapporteront pas mal de points lorsque vous allez les jouer. Et ils ont surtout une capacité bien pénible qui est les geôliers. Si vous jouez une carte avec ce mot-clé, vous pourrez récupérer un petit jeton. A votre tour, vous allez pouvoir payer une ressource et ce jeton pour soit mettre une carte équipage en jeu dans votre prison, ou bien récupérer une carte de votre prison et la remettre dans votre main. Vous avez les architectes qui sont responsables de la technologie et qui vont jouer pas mal sur les modules. Vous allez pouvoir les optimiser, les protéger et même détruire des modules adverses. Le bioconsortium qui représente toute la partie scientifique du jeu et qui possède également une capacité de mutagène qui vient avec un jeton. A votre tour, vous allez pouvoir retourner ce jeton sur la face mutant et le placer sur n'importe quel équipage en jeu. Ça va permettre de réaliser des combos, des effets, etc. Et ils ont également des modules hôpitaux qui seront utiles dans pas mal de synergies. Et enfin, vous avez les déviants, les rebelles, mais qui vous ne rapporteront aucun point lorsque vous allez les jouer. Par contre, ils auront tout un tas d'effets qui vont influer sur le plateau, sur l'influence, etc. Et certains d'entre eux viendront également avec des coffres forts, où vous allez pouvoir protéger vos ressources contre d'éventuelles attaques adverses. En plus de ça, chaque ressource présente dans un coffre vous rapportera un point à chaque manche. Et voilà, vous savez à peu près tout sur les castes. Alors, je vais être assez direct, Seeders Exodus c'est un jeu que j'ai énormément apprécié et ce pour tout un tas de raisons. Déjà, les cartes que vous allez récupérer et jouer vous rapportent des points en fonction des autres cartes que vous avez déjà en jeu. Donc on sera clairement sur un jeu de combinaison où il faudra trouver les combos, les meilleures synergies pour marquer un maximum de points. Et ça, j'adore. Et du coup, c'est ce que vous allez plus ou moins essayer de faire lors de la phase de draft et la phase de négociation, donc qui va se jouer sur l'aile des murmures, c'est essayer de récupérer les bonnes cartes, enfin qui vont bien matcher, bien fitter avec votre moteur que vous aurez déjà implémenté. Donc les choix seront assez importants. Et d'autant plus que certes, vous avez des cartes que vous voulez jouer, mais encore faut-il les payer. Donc il faudra également penser à récupérer des cartes qui vous donneront suffisamment de ressources pour pouvoir les jouer. Donc il y aura pas mal de calculs, de l'anticipation, et parfois mal compté, ça peut s'avérer être punitif. Et pour récupérer des cartes depuis le plateau, ça va jouer avec des négociateurs. Et ce que j'ai trouvé assez malin, c'est que même si vous ne récupérez que peu de cartes, voire aucune, c'est pas forcément grave. Votre négociateur va s'améliorer, va donc devenir plus influent pour les manches suivantes, ce qui va permettre de rattraper votre retard. Et ça peut limite être une stratégie, essayer de cibler un ou deux négociateurs que vous allez booster un max à balle, pour essayer de sniper des cartes lors des manches suivantes. Concernant le nombre de joueurs, alors clairement on n'est pas du tout sur le même jeu à 2 joueurs qu'à 3 ou à 4. À 2 joueurs, c'est du face à face, ça va être une partie d'échecs. Lors de la phase de négociation, il faudra essayer de repérer les cartes qui pourront intéresser votre adversaire, bien positionner vos jetons, essayer de le bloquer, d'anticiper, et voire même pourquoi pas bluffer. Et à 3-4 joueurs, rien à voir. Et cette phase de négociation porte en fait très bien son nom. Enfin du moins dans mes parties, à chaque fois on se retrouve à discuter et négocier. Et ce qui se passe très souvent, c'est que le premier joueur en termes de points, va se retrouver focus par tous les autres. Il y aura donc des alliances qui vont se créer, on va essayer d'avancer main dans la main pour essayer de bloquer le premier joueur pour pas qu'il puisse récupérer les cartes qui permettent de l'avantager. Donc voilà, encore une fois, il y aura de la discussion, des alliances, de la traîtrise, et pour moi ça apporte une autre dimension au jeu qui est incroyable. Et en termes d'interaction, vous en avez deux types. Vous avez l'interaction indirecte, plutôt gentille, qui va se passer sur le plateau quand vous avez récupéré des cartes, et vous avez l'interaction directe. Vous allez pouvoir sniper un joueur, et ça peut être assez violent. À base de, par exemple, une carte originelle, je te récupère un membre d'équipage et hop, direction la prison. Ou encore, attention, si tu me fais ça, moi j'ai une carte qui te permet de te détruire un module, et du coup ton équipage, ça dégage. Donc voilà, pour revenir un peu sur le point précédent, en plus des alliances de la négociation, ça va rajouter des menaces, de l'intimidation, et de quoi pourrir les autres. Et ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Et un point que je tiens à noter, c'est que c'est un jeu avec beaucoup de cartes différentes, avec beaucoup d'effets et beaucoup de textes. Du coup, votre première partie risque d'être
assez longue, notamment lors de la deuxième phase, où vous aurez, paf, directement 12 cartes sur le plateau qu'il faudra lire, analyser, ça risque de prendre du temps. Et encore une fois, sur la phase d'intégration, où cette fois-ci vous aurez toutes vos cartes en main, il va falloir essayer d'élaborer une stratégie, et du coup si vous êtes troisième ou quatrième joueur, vous risquez d'attendre un peu avant de pouvoir jouer. Mais bien évidemment, plus vous allez jouer, plus vous allez connaître les cartes, et plus ça va fluidifier et accélérer les différentes phases. Et voilà, les premières parties, ça peut être un peu long. Après, il y a d'autres qualités que j'ai pas mentionnées, comme par exemple la DA et le matos. Les cartes sont super belles, en termes de design, moi j'aime beaucoup. Et surtout, l'univers, le lore qui a été tout autour du jeu, qui a été super bien travaillé, poussé, bien approfondi. Enfin, franchement, c'est ouf. Bref, pour moi, Seeders Exodus, c'est un bon gros jeu de cartes, de combinaison, qui peut parfois s'avérer être violent. Enfin, moi, perso, j'adore. Il faudra calculer, anticiper, s'adapter et assez souvent négocier. Enfin, du moins si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs. Mais pour moi, c'est ça qui fait le sel du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à développer votre arche. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez comme d'habitude toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!